Pour moi, l'approche la plus importante pour préparer une expédition dans l'hiver arctique, c'est d'aller batailler en profondeur dans les détails. Ouais. Rien ne peut être laissé au hasard parce qu'il y a finalement tellement peu de marge de manœuvre. On a eu des conditions météo dures, très dures. La température, ça va être moins 25 et puis il va y avoir du vent 30 mètres par seconde. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, c'est parti alors. Salut Vincent, bienvenue sur le podcast. Salut Loïc, merci pour l'invitation. Eh ben avec grand plaisir. Je suis impatient que tu nous parles de tes aventures et que tu partages avec nous ton parcours exceptionnel. Je suis très content que Caro nous ait mis en relation. Donc d'ailleurs un grand merci à Caro pour ça. Après votre aventure en commun récente dont tu vas nous parler. Mais écoute, j'en dis pas plus et je te laisse nous expliquer qui tu es, ce que tu fais. Ok, alors moi je suis explorateur polaire, métier qui semble un peu étrange, mais depuis que je suis petit, ouais, je rêve de vivre je rêve de grands espaces et de grande nature. J'ai eu la chance de grandir ici au Pays Basque entre les montagnes des Pyrénées et puis l'océan Atlantique. Donc tout jeune, là j'ai été bercé un peu par ces deux éléments et qui ont un petit peu construit le fil de ma vie perso et puis pro. Et ouais, pour faire court, j'ai lu des livres d'aventuriers quand j'étais adolescent. À cette époque, je faisais un petit peu d'alpinisme, puis je passais pas mal de temps dans l'eau. Et je lisais des récits de gens qui partaient dans les régions polaires. Et comme il n'y a pas de banquise ici à Biarritz, Ouais. c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de banquise que je me suis dit, j'ai eu cette attirance. Je devais avoir 17 ans. Et de là, je suis parti au Spitsberg, au Svalbard, donc un archipel d'îles au nord de la Norvège. C'était en fait la seule destination qui était accessible pour aller dans l'Arctique, dans les hautes latitudes. C'est un peu le Svalbard, c'est un peu la seule destination qui est accessible au niveau prix. Ouais. Donc, et puis il y a quand même des infrastructures, il y a des vols commerciaux assez régulièrement. Ça appartient à la Norvège et c'était la porte d'entrée. Ça a été l'étrier qui m'a un peu, qui m'a plongé dans la nuit polaire puisque j'y allais en plein mois de janvier. Et j'ai le souvenir de fêter mon anniversaire là-bas, dans la tente. J'avais demandé à la fille de l'hôtel, parce que j'étais à la base dans un hôtel, j'avais trop peur des ours. Et puis je lui avais dit, est-ce qu'il y a moyen que je mette ma tente juste devant l'hôtel parce que je sais pas tirer encore au flingue, j'ai pas d'expérience, j'ai pas grande expérience. En plus, moi je suis né quoi 86, donc il y avait plus le service militaire non plus Ah oui. en France. Donc je partais vraiment de zéro. Surtout quand il s'agit de faire du trek dans un pays où il y a des ours. Et je me souviens, la fille a dit ouais, pas de problème, mets ta tente. Et de là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient curieux. Ils disaient mais pourquoi il y a un Frenchie là qui plante sa tente juste devant l'hôtel. Puis j'ai eu des connexions comme ça et c'est de là que c'est parti. Ouais. Et le virus, depuis ne m'a jamais quitté. Waouh. Mais du coup, à quel âge est-ce que tu t'es lancé sur ce chemin? Alors, j'ai commencé à faire mes premières expéditions perso quand j'avais 18 ans, Ah ouais, d'accord. Waouh. juste après le bac.
Et puis, il y avait cette notion, en fait, moi, c'était la notion du dépassement de soi, le challenge. C'était quelque chose que j'avais ici. Je me souviens, à la fin des cours, j'aimais beaucoup aller en montagne ou sur les collines du Pays Basque. J'aimais bien gravir des sommets. Enfin, j'avais cet appel, que ce soit mer ou montagne, d'aller me challenger un peu dans les vagues ou un peu en alpinisme avec une corde, des crampons, sur une arête. Et, mais le seul truc, c'est que ça, l'aventure de manière générale, elle se terminait à chaque fin de journée. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question. Et si je rentrais pas à la maison, en fait? Et si je prenais mes bagages et puis que je partais plusieurs jours? Et c'est de là que petit à petit, les expéditions ont commencé. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, être en train de faire la traversée des 20 plus grandes calottes glaciaires de la planète avec un copain norvégien, mais qui était un mentor et un héros quand j'étais adolescent, le Norvégien Borge Ousland. Et Ah, c'est avec lui qu'on a le projet Ice Legacy de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète. excellent. Qui est, si je me trompe pas, qui a été le partenaire d'expédition de Mike Horn pour une de ses aventures au pôle Nord en plein hiver. Ouais, Pour la ils ont première fait hivernale d'ailleurs, la première fois qu'on a exact. atteint le pôle Nord en hiver, hein, c'est ça? Ouais, exact. Excellent. C'est l'idée de Borgé à la base, et puis Borgé. En fait, Mike, pour la petite histoire, Mike a demandé des conseils à Borgé quand Mike il a essayé de rejoindre le pôle Nord en solitaire sans assistance, et c'est là qu'il a perdu une de ses phalanges. Ouais, Et donc l'expédition n'est pas allée jusqu'au bout. Il est rentré. Et puis après cette expédition, il prévoyait de faire le tour du monde en suivant la ligne du cercle arctique, la fameuse expédition Arctos. ouais, Et il avait fait appel à Borgé pour des conseils, retour d'expérience et pour du matériel. Ouais. Et de là, excellent. eux sont restés, une fois qu'il a fini son tour, qui était incroyable. Borgé lui a proposé, est-ce que t'es game de tenter la première hivernale sur l'océan Arctique en plein hiver? C'est complètement fou, ouais. Complètement fou. Waouh. Ouais. Incroyable. C'est vraiment fascinant cet univers, tu vois, de l'exploration polaire parce que, en tout cas, l'image qu'on en a vue de l'extérieur, c'est qu'il y a quand même, il y a très peu de personnes qui arrivent à en faire leur activité principale. Et toi, bah, si j'ai bien compris, c'est le cas. Donc peut-être que tu pourrais d'ailleurs nous expliquer un petit peu comment ça s'est mis en place et au quotidien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de métier d'explorateur polaire. Mais j'ai aussi l'impression que c'est une communauté assez réduite en fait, que vous connaissez tous et qu'il y a, il y a au final assez peu d'acteurs qui sont à un niveau, tu vois, capable d'entreprendre des expéditions bah, comme celle du Svalbard que tu as fait ou celle de Borghi et de Mike. Ouais, l'exploration polaire, c'est finalement une grande, c'est une grande famille. Bien que la communauté soit toute petite, mais c'est vrai que c'est une grande famille. Et ouais, pour arriver à vivre de l'exploration polaire aujourd'hui, c'est vrai que bah, il faut clairement avoir un état d'esprit un peu entrepreneur. Et puis faut vraiment qu'il y ait le cœur en fait. Hmm. C'est pas une question d'heures. Ouais. Il faut y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Donc il faut que la flamme elle soit là. Et puis je crois que c'est pas quelque chose qui se force parce que aller se challenger sur l'océan Arctique, c'est l'environnement est quand même rude. Donc je crois qu'il faut, quand on est passionné puis qu'on a ce virus là, ça, ouais, on a des chances après les années d'arriver à en vivre. Moi, j'ai commencé à en vivre en 2014. Et avant ça, bah, j'étais, on va dire, bah, il n'y a pas de fédération, mais j'étais amateur. Donc j'ai travaillé un petit peu, bah, comme toi, Loïc, j'ai fait une école de commerce en France, un peu à distance, une subdeco à Pau. Ok. Puis je me souviens, c'était la seule école. Je voulais aller dans. On avait fait un tour de France là sur différentes écoles et avec ma mère et je me souviens, je voulais pas aller dans les autres endroits. Je m'étais dit non, c'est seulement Pau parce que Pau a une position géographique. Je m'étais dit les cours de marketing, que ça soit à Chambéry,
que ça soit à Toulouse ou que ça soit à Pau. En fait, c'est vrai qu'il y a une pyramide, il y a un classement en France. Hein. On aime bien classer à les écoles de commerce, mais en fait, au final, pour moi, là, ce qui était important, là, c'était d'avoir la position géographique, là, que ce soit optimale. Donc, Pau, c'était proche des montagnes, proche de l'océan. C'était la bonne combinaison. Et puis ensuite, j'ai pu faire tout un programme un petit peu à distance. J'ai rejoint Borgé pour faire une expédition, là, le premier tour du pôle Nord à la voile en une seule saison, en passant à travers le passage du Nord-Est Ouais. qui relie, on va dire, l'Atlantique Nord jusqu'au détroit de Bering, mais en passant par l'Est. Puis ensuite, continuer à faire le tour en revenant par le passage du Nord-Ouest, donc du Pacifique à l'Atlantique, en passant par le nord du continent américain. Et je me souviens que j'ai fait cette expédition alors que je devais être à l'école. Mais j'ai envoyé des dossiers, donc il y a eu un bon échange aussi avec l'école à ce niveau-là. J'ai eu des profs là qui ont été vraiment cool et ils s'étaient clairement rendu compte que moi ça allait être ma vie. Et donc c'était une opportunité incroyable. Et depuis, c'est suite à ça que c'est suite à la rencontre avec Borgé, à cette expédition, que on a commencé à partir en expédition ensemble. Mais j'ai Waouh. continué, j'ai travaillé après un petit peu j'ai travaillé un peu en Alaska, sur des bateaux de pêche, également en Norvège pour pêcher la morue en hiver. Je m'étais dit, ok, il faut que je trouve un, un, un métier temporaire qui me laisse suffisamment de temps pour construire mes propres expés à côté, mais que ça soit court, intense, je puisse gagner suffisamment d'argent et également je gagne en expérience. Parce que c'est vrai que la pêche à la morue au mois de février au Cap Nord, à côté du Cap Nord en Norvège, c'est parfait. Tous les ingrédients sont là. C'est mouillé, il fait froid, le bateau il glace. Il y a la gestion de l'humidité. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi c'était important de porter de la laine et pourquoi les pêcheurs d'Islande, les pêcheurs norvégiens, les pêcheurs d'Alaska portent tous de la laine. Donc ça contribuait en fait au final, c'était un peu dans la continuité des explorations que j'ai fait par la suite. C'est super intéressant de voir comment tu as articulé tout ça et tu es allé chercher ces expériences, comme tu dis, qui, d'un premier abord, on voit pas forcément la connexion, mais oui, maintenant que tu l'expliques, j'imagine que te confronter aux conditions du Cap Nord en février ou janvier, Ouais, ça a dû être intéressant. Et alors, la non, laine, par exact. curiosité, pourquoi, c'est quoi exactement qui fait qu'il y a un intérêt à porter de la laine quand c'est humide? Oui, aujourd'hui, dans les expéditions polaires, là, la première peau qu'on porte, c'est en haut, que ce soit en haut ou en bas, et même les chaussettes, tout est en laine, et même les mitaines feutrées. Beaucoup de l'équipement qui est en contact avec la peau, c'est de la laine. La laine, c'est finalement, ouais, c'est une fibre extraordinaire, naturelle, qui va tolérer très très bien les variations de température et qui va se comporter vraiment bien quand tu tombes dans l'eau, par exemple, ou que tu transpires. La laine, elle va rester chaude. Et Ok. je me souviens, les pêcheurs disaient, si tu tombes à l'eau, si tu as un gros pull en laine, c'est la meilleure fibre pour te garder au chaud. Ouais. C'est que même mouillé, même trempé, la laine, elle va te garder au chaud. À l'inverse du synthétique et à l'inverse, par opposition parfaite au coton, en fait, où le coton, Oui. si on se met à courir dehors avec un petit t-shirt de coton, puis qu'on a le bas du dos qui commence à être trempé, Oui. c'est pas le même feeling. Mais là, sur des températures, quand on est en expé sur l'océan Arctique et qu'il y a des températures de -40, la marge d'erreur là, elle est très très faible. Hein. C'est vrai tout à l'heure là, j'allais courir à la côte des Basques, que je cours en coton ou que je cours en laine, là, il n'y a pas une grande différence. Mais dès qu'on va chercher un peu les extrêmes avec le climat, c'est là qu'on se rend compte que porter de la laine, ouais, c'est extrêmement important. Ouais. Et Et tu donc, dirais. voilà, Pardon, vas-y. excuse-moi, je voyais tous ces gens qui étaient sur les bateaux de pêche et puis leur première peau en bas, en haut,
les gants, plus un gros pull, tout était fait de laine. Et par-dessus, ils mettaient le kawaii de pêche. Ouais. Ok. Ah, c'est super intéressant. J'aurais pas cru que tu vois dans l'univers de la pêche, il y avait ce système des couches aussi, avec tu vois la première couche qui tient au chaud et qui évacue l'humidité. Enfin, c'est super intéressant. Et le fait que ce soit du mérino ou pas, ça a un intérêt, ça? Parce que c'est vrai qu'on entend Bien beaucoup sûr. dans l'univers du trekking la laine spécifiquement de mérino. Mhm. Euh, Ouais. Si je me trompe pas, le mérino, c'est de la Nouvelle-Zélande. C'est un mouton Ouais. qui vient de la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que quand on pense, en fait, moi, je pense que toutes les laines, tous les moutons qui sont dans un environnement où c'est humide et où il pleut beaucoup vont développer, je pense, naturellement une laine qui va être excellente pour les sports de plein air. Ce qui ferait sens. Ouais. Ce Non, qui mais en ferait fait, sens. c'est vrai que souvent, il y a les réponses, on les a dans la nature, hein. En Bah fait, ouais. faut juste regarder, quoi. Ouais, génial. Et alors, peut-être avant qu'on rentre dans le détail, puisque tu parlais d'extrême, et là, clairement, récemment, tu as fait quelque chose qui coche un certain nombre de cases en termes d'extrême. Tu dirais qu'il t'a fallu, et j'imagine que c'est pas forcément un processus fini, mais il t'a fallu combien de temps avant d'engranger suffisamment de connaissances, comme par exemple ce détail avec la laine, pour te sentir à l'aise dans des environnements aussi isolés, hostiles, extrêmes que ceux où tu évolues en expédition? Je crois que il m'a fallu 15 ans pour, euh, Ah ouais. pour vraiment me sentir bien. Ouais. Aujourd'hui, je crois que la dernière expédition qu'on a fait avec Caroline, là où on a fait la première traversée hivernale du Spitzberg, puis en partant de la ville de Longyearbyen, donc sans assistance de motoneige ni de dépôt préorganisé avant le départ, j'ai réalisé que ça a été là un petit peu. Là, j'ai 35 ans aujourd'hui. Il m'a fallu ouais, bien 15 ans pour arriver à me sentir vraiment confortable et quand il y a une grosse dépression sur la carte et que ça tourne gris, marron, noir, puis qu'il y a des changements de température. Nous, on a eu des changements un matin, on a eu -38 et je pense qu'on avait passé la barre des -40 là pendant la nuit. Et 2 jours après, on avait des gouttes d'eau à l'intérieur de la tente. Tout commençait à s'humidifier, à être trempé parce qu'il faisait zéro. Quasiment 40 degrés Waouh. d'écart en 2 jours. Et moi, j'avais jamais connu ça auparavant pendant toutes les expés que j'ai fait auparavant. Ouais. Donc, l'hiver arctique, pour être prêt pour faire quelque chose, je crois, dans l'hiver arctique, moi, je dirais que c'est ça. Ça m'a pris 15 ans. Punaise. Ok. Bon, non, mais Mais tu vois, Loïc, pour apprécier, en fait, Ouais, ouais. pour se dire, ah, c'est cool de me sentir bien dans un environnement où on n'est pas censé être, où on n'est pas censé vivre, mais d'en profiter, en fait. C'était ça qui Ouais, était, ouais. parce que bien sûr que c'est vrai que un kamikaze, il peut aller se jeter sur l'océan Arctique, Ouais. mais soit tu vas au carton, soit tu vas à l'extrême souffrance. Et moi, l'extrême souffrance, non, j'avais plutôt envie je suis pas du tout malheureux dans ma vie et puis je suis très heureux et bien dans mes pompes. Alors j'avais envie d'en profiter et j'avais envie de profiter de l'expérience. Donc c'est vrai que ça demande quand même pas mal de préparation mentale et puis matérielle. Ouais. Quand on arrive à être confortable par -40, c'est Ouais. cool. C'est clair. Non, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, je trouve que et j'aime bien poser cette question généralement aux invités, bah, comme toi, qui ont fait des choses clairement hors normes, parce que je trouve que ça permet justement de voir ce qu'il y a derrière le rideau, tu vois. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, bah voilà, Vincent et Caro viennent de faire une première hivernale, c'est juste fou. Quand je regardais vos stories, vos lives, je me dis, bon, ouais, c'est difficile de se rendre compte, tu vois, tout ce qu'il y a eu avant, le cheminement pour en arriver à, comme tu dis, gérer des écarts de température de 40 degrés, croiser des ours et savoir comment réagir, parce que je crois que ça vous est arrivé plusieurs fois. Bon, tu vas nous Mhm. dire, j'arrête de faire du teasing, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois, de t'entendre dire que ça a été un cheminement que tu as mis en place, tu as eu tu t'es créé des milestones, des expériences qui, mis bout à bout, te permettent aujourd'hui de dire, bah voilà, 15 ans plus tard, je suis confortable sur l'océan Arctique par -40. Et tu vois, et puis ceci dit, nous avec Caro,
on a été seulement une dizaine de kilomètres sur de la banquise. On a été sur de la glace de fjord, mais qui bougeait pas. Et puis ensuite, on a été un tout petit peu sur de la banquise d'océan. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas confortable sur de la banquise d'océan. Donc de la banquise qui bouge vraiment beaucoup. Et ça, en hiver, je suis pas encore là, tu vois, Loïc. Ouais. Pour le Svalbard, on était, mine de rien, on était sur un glacier. Donc moi, avec toutes les expériences de glacier avec Borgé, le projet Ice Legacy, de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète, là, j'ai pu accumuler de l'expérience à ses côtés. Mais sinon, toujours sur l'océan Arctique, c'est tellement un endroit brutal où tu peux partir à la dérive et te retrouver sur de la glace fine, où ta glace est entourée d'eau. Moi, j'ai un de mes amis qui a failli perdre la vie, là, un très très bon pourtant, Thomas Ulrich. Et puis il est parti il est parti la même année que Mike et Borgé faisaient la première hivernale de la Russie jusqu'au pôle Nord de nuit. Lui, il partait un tout petit peu plus tard en solo. Et il est parti du cap, le cap Artuchetski, qui est une toute petite île, un tout petit cap avec juste devant, après, tu as finalement que la banquise du pôle Nord. Et il est parti là, il y a une dépression qui est arrivée. Il n'avait pas trop le choix parce que l'hélico s'est posé. Puis là, c'est 3500 ou 4000 euros l'hélico Ouais, par ouais. jour d'attente. Donc il a dit, OK, c'est bon, je m'engage. Il y a une dépression qui est arrivée quand il était encore sur la bordure un peu de l'océan Arctique. Donc la bordure entre la bonne glace et puis l'océan, qui est pour moi là, la pire zone de la Terre. Et la banquise a été extrêmement fine. Et donc il est parti à la dérive avec sa tente. Et puis l'eau a commencé à rentrer dans la tente, les sacs de couchage ont pris Ah l'eau. Puis ouais. là, on parle de l'eau salée, donc à sécher là, c'est juste, Ouais. c'est plus possible. Et là, tu peux partir dans le grand bleu en fait, à la dérive. Donc là, tu vois, faut encore avoir un set de skills qui soit encore plus haut là Ouais. pour aller dans l'hiver en hiver sur l'océan Arctique. Ouais. Waouh. Écoute, en tout cas, moi je serais curieux de savoir si tu pouvais nous expliquer ce que vous avez réalisé avec Caro. Alors Caro, pour celles et ceux qui connaîtraient pas Caroline Côté, on l'a eu sur le podcast. Alors je me rappelle plus du numéro, mais elle, c'est aussi une exploratrice. Elle est québécoise, c'est une exploratrice professionnelle et traileuse, ultra traileuse. Enfin voilà, quelqu'un qui est plutôt engagé dans tout ce qui touche aux activités outdoor et qui est aussi, je crois, photographe d'expédition. C'est un petit peu son rôle quand elle embarque sur des expéditions plus importantes. Et donc récemment, vous avez fait quelque chose ensemble d'assez fou, une première hivernale. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment le projet, on va peut-être commencer par le début, ouais, comment le projet s'est créé, s'est organisé et combien de temps à l'avance? C'est ça que je trouverais intéressant, ouais. On a commencé à parler du Svalbard, je pense, si mes souvenirs, bien un an avant le départ. Ok, Euh, à la base du projet, on voulait partir en Patagonie. ok, Le Corona a malmené la vie nous a malmené. Alors, on a essayé de penser à d'autres projets. Donc, on a mis la Patagonie de côté. Et on a réfléchi essayer de faire un projet original qui n'avait pas été fait auparavant. Beaucoup de choses avaient été faites dans le passé au Svalbard. Donc, mais moi, je savais qu'il restait, je m'étais renseigné avec Borgé, puis avec tous les copains norvégiens qui sont bien au courant. Est-ce que quelqu'un a fait la première traversée hivernale, en fait? Parce que c'est une expédition qui se fait pas mal, mais les gens, généralement, la majeure partie des expéditions partent de Longyearbyen. Longyearbyen, c'est la capitale de l'île principale de l'archipel du Svalbard. Euh, Longyearbyen, c'est au milieu de l'île. Et donc, les gens se font amener souvent en motoneige jusqu'à la pointe nord. Et la ok, pointe nord, c'est le départ de l'expédition pour filer ensuite au sud. Et ensuite, dans le sud, ils se font récupérer en motoneige et ils rentrent jusqu'à Longyearbyen. Donc, soit ça, soit il y a des expéditions qui organisent des dépôts à l'avance. Donc, pareil, là, il y a l'intervention de motoneige ou de chiens de traîneau pour aller placer les dépôts. Et nous, on s'est dit,
Mais en fait, on s'est engagé dans ce projet, mais on ignorait qu'on allait se faire battre de la sorte, hein, vraiment. Donc, on est parti. Moi, j'avais quasiment 180 kilos dans mes 2 traîneaux. Et le but, c'était de partir de la ville à ski et rentrer en ville sur les skis. Et ne recevoir aucune aide pendant les 63 jours. On était parti avec 70 jours de nourriture. Et il a fallu que de Longyearbyen, on parte pour rejoindre la pointe nord. Et finalement, la pointe nord, c'était notre point de départ. Donc, il a fallu, je pense, quasiment 3 semaines de ski avec 80% dans le noir, dans l'obscurité, pour Ah oui. atteindre en fait notre point de départ. Waouh. Et c'est là, le 22 février, que on atteignait le point de départ, et c'est là que la course contre l'hiver démarrait, puisqu'on voulait arriver coûte que coûte avant le 21 mars. D'accord. Dernier jour le 20 mars en fait, dernier jour de l'hiver. Et de la pointe sud, vous auriez eu vous avez eu combien de temps à nouveau pour rejoindre Longyearbyen? Et de la pointe sud, on a dû mettre 2 semaines, je pense, Ah ouais, en gros, ouais, c'était ça, ouais. d'accord. C'était 3 semaines pour monter, et puis ensuite peut-être un mois, un peu moins d'un mois pour descendre. Non, un mois pour descendre, et puis ensuite pour remonter jusqu'à la ville, ouais, peut-être près de 2 semaines, ouais. Et tout ça donc dans le noir complet, tu disais? En février au Svalbard? Ouais, donc là, on est à 60, 79, 80 de latitude Ouais, nord, et effectivement, le 2 février, il y a seulement une lueur avec un peu de jour. Mais on a les 3 premières semaines, on a beaucoup skié à la frontale, ouais. Donc là, c'était vraiment l'ambiance de se retrouver, de monter sur un plateau, une grande calotte glaciaire. Il faisait bien moins 30. Et là, dans l'obscurité avec la frontale. En fait, c'est là que ça a été intéressant parce que on le sait pas, mais tu sais, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure là. Combien de temps il faut pour se préparer pour faire une expédition en hiver dans ouais. l'Arctique? La petite histoire, nous on avait nos sacs de couchage, on dormait dans un grand sac poubelle qui faisait la taille d'un sac de couchage pour empêcher en fait toute la condensation de notre corps pendant qu'on dort, que ça aille contaminer le sac de couchage et qu'on se retrouve avec des blocs de glace à l'intérieur du sac. Ouais. Mais ça, en fait, quand on le sait pas et qu'on démarre une expé dans la nuit, sans soleil, donc aucun moyen de sécher, si tu te mets à utiliser ton carburant pour sécher ton sac de couchage, Ouais. t'es cuit en fait. Et puis là, tu dois te faire ravitailler. Nous, la dernière chose qu'on voulait, c'était se faire ravitailler, puisque pour moi, l'essence pure d'une belle aventure, c'est quand on se démerde soi-même. On se débrouille tout seul et on n'a pas de ravito, on n'a pas d'assistance du monde extérieur en fait. C'est là pour moi que le mot vraiment aventure, il prend tout son sens. Ouais. Waouh! Tu sais, tu me fais penser, je sais pas s'il y a une sorte d'engouement maintenant pour ces aventures complètement en autonomie, en solo. Mais on a eu récemment sur le podcast, on a eu Andy et Thierry qui sont partis faire la traversée de l'Islande, qui est aussi voilà, une traversée euh, assez bien organisée, bien documentée. Mais ils ont eu la même approche que toi, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont rejoint le point de départ à pied, ils ont fait leur traversée, et à l'arrivée, ils ont rejoint l'aéroport à pied. Ils sont Ouais, mais retournés à génial. l'aéroport à pied, tu vois. Donc Exact, super. exactement, exact, et en autonomie totale, tu vois. Donc ils avaient bon, il n'y avait pas de neige en Islande puisqu'ils l'ont fait là il y a quelques semaines, avec succès d'ailleurs, mais ils avaient des chariots Ouais. sur 2 roues et avec des brancards. Donc c'est intéressant. Tu dirais qu'il y en a de plus en plus de ce genre d'approche de l'expédition, d'autonomie totale, de retour à quelque chose de plus voilà, d'assumer sans aide extérieure. Euh, ben non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est surtout c'est mieux médiatisé aujourd'hui. Ouais, Mais quand on pense aux explorateurs à Nansen, à Mutsen,
il Ouais, y a déjà c'est 100 clair. ans, 150 ans, qui faisaient des expéditions, mais complètement farfelues. Enfin, les gars, en fait, ils partaient de chez eux sans savoir s'ils allaient rentrer à la maison. Ouais, mais en fait, ce qui était beau, c'est que c'est un peu comme les Vikings avec le Valhalla. Ils acceptent, en fait, ils acceptent complètement la mort. Et c'est là que c'est beau, parce que finalement, ces gens, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour ça, c'est raison de plus, en fait, pour partir en autonomie complète, sans assistance. Parce que quand on voit ce qu'ont fait les anciens sans Instagram et sans les réseaux sociaux et sans le bullshit, quand on voit ce qu'ils ont fait avant, ouais, les gars partaient des fois pour 3 ans, puis ils allaient hiverner en Antarctique sans information, sans carte. Enfin, c'était des fous furieux, quoi. Ouais, ouais. Et ça, aujourd'hui, si on veut essayer de marcher un peu humblement dans les traces ouais, ces grands personnages historiques, ouais, il faut essayer d'envoyer la soudure le plus possible parce qu'ils ont fait des choses tellement, ouais, tellement folles. C'est clair. Oui, et puis d'un point de vue, tu parlais de l'équipement, tu disais que l'équipement est particulièrement important. C'était clairement pas la même chose à l'époque. Donc, vous, d'un point de vue logistique, qu'est-ce qui a été, sans peut-être rentrer dans trop niveau de détail, parce qu'avec 2 traîneaux et 180 kilos, j'imagine qu'il y avait du matos derrière toi. Mais à quoi est-ce que tu fais attention quand tu prépares une telle expédition, une première, donc en autonomie totale? C'est quoi qui a été déterminant d'un point de vue matériel, préparation, cartographie, navigation? Je crois que de manière générale, c'est pour moi l'approche la plus importante pour préparer une expédition dans l'hiver arctique, c'est d'aller vraiment batailler en profondeur dans les détails, ouais. Mais des détails qui sont rien ne peut être laissé au hasard parce qu'il y a finalement tellement peu de marge de manœuvre, donc tout doit être pensé pour être réparé, tout peut casser, donc il faut avoir absolument tout pour pouvoir le réparer, que ça soit la petite vis pour les fixations des skis, la colle qui va bien, les fils électriques par -40, ils pètent. Donc il faut avoir des Ah fils oui. électriques qui soient suffisamment souples. On le sait pas, mais un outil, par exemple, un petit détail, mais sans une brosse, type brosse à cheveux, mais sans une brosse, on est cuit en fait. Il n'y a pas moyen de faire une expédition en Arctique sans une brosse. Nous, on s'est retrouvés certains jours avec Caro à brosser notre manteau, notre pantalon, nos chaussures, 1 heure et demie par jour dans la tente. Et ça, quand on le sait pas, on peut pas s'imaginer. Mais à la fin de la journée, on monte le camp, on commence à enlever toutes nos couches, démarrer le réchaud, faire de l'eau. Et pendant ce temps, on est en train de brosser la glace qui s'est accumulée sur tous nos vêtements. Pareil, une petite cuillère avec un long manche pour mettre à l'intérieur des bottes de ski, parce que les bottes de ski, il y a aussi de la glace dedans. Donc il faut aller gratter la glace pour l'enlever, sinon le truc, ça Ah devient un bloc de ouais. glace. Et voilà, donc du coup, il faut vraiment, vraiment aller... c'est comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme aujourd'hui quand on parle tu sais, de nutrition. Quels sont les bons produits, quels sont les mauvais produits, le bio, le greenwashing, un peu tout ça. Et puis en fait, on achète du bio, puis parfois c'est du bio alors que il y a que l'appellation qui est bio, mais derrière, il faut en fait aller chez le producteur, aller voir comment il nourrit ses animaux pour s'assurer de la qualité en fait. Et là, pour une expédition arctique, c'est pareil. Il faut aller vraiment en profondeur là sur tout, que ça soit la navigation, le réchaud, les skis, les pots à ski. Si t'as pas les pots à ski sur toi, quand tu vas changer des pots courtes aux pots longues, si la glu n'est pas chaude, jamais ça va coller sur les skis à -40. Ah Donc tu oui, vas ah oui. commencer, tu vas tirer ta luge si elle fait 180 kilos. Si t'as pas d'accroche sous les skis, bah tu tires plus ta luge. Mais les pots, vous en aviez combien du coup? Parce que 60 jours d'expédition par -40, vous avez dû les user quand même, non? Ouais, on avait chacun, on avait une paire de longues, une paire de courtes, et on avait Ok, un jeu en plus ok. long et court. Ouais. Waouh. Mais Mais du coup, là, j'ai quand c'est pareil. La peau synthétique, faut s'assurer elle va faire 1000 kilomètres. Ça va tenir. Puis il y a des fois, on est passé dans des rivières parce qu'on n'a pas eu, bien sûr, on a eu des températures on a eu des températures froides.
mais on n'était pas tout le temps du tout à moins 35 et moins 40. On a eu beaucoup de journées où il faisait plus doux, surtout quand on était proche des fjords. Mais il y a eu parfois où on a skié sur des rivières gelées, mais le dessus de la rivière, il y avait de l'eau. Et là, on passait là-dedans avec les peaux. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on remonte en altitude, la peau, elle est pleine de glace. Donc là, le soir, avec le couteau, là, il faut arracher cette glace, puis ça enlève des petits, des Ouais. poils, en fait, de la peau. Si là, la peau, elle n'a pas été pensée en amont pour être suffisamment solide, elle tiendra pas, ouais. Donc, c'est tout Waouh. ça. Voilà l'état Je suis quand même d'esprit qu'il faut. surpris que vous ayez planifié tout ça en 1 an seulement, tu vois? Avec justement ce niveau de détail où absolument rien ne peut être laissé au hasard. C'est l'expérience ou c'est au final une durée, classique pour des gens expérimentés, comme vous 2? Moi, c'est de mon côté, je dirais, c'est toutes les expéditions, c'est les 9 expéditions que j'ai fait ensemble avec Ouais, Borghier qui m'ont énormément servi, qui pour moi, lui, est à mes yeux le plus grand explorateur polaire vivant. Et ensuite, les copains norvégiens, c'est avec eux également que j'ai appris. Donc, euh, donc ouais, c'est ces 15 ans qui ont servi là, je crois pas mal à cette expédition. ouais, Mais donc c'est pas, tu vois, c'est pas un an en fait, c'est pas une préparation ouais. d'un an. On s'est mis à bosser sur le projet un an auparavant, plus ou moins, mais moi je crois que c'est surtout ouais, tout ce que j'avais pu apprendre Ouais, avec ouais. ces Norvégiens. Ouais. Parce que Ouais, donc l'école norvégienne est excellente. on en revient à cette idée de, voilà, c'est l'expérience engrangée au fur et à mesure, qui vous a permis, finalement peut-être d'aborder plus sereinement, en tout cas avec un max d'efficacité, un projet comme celui-là. Ouais, tu vois, Loïc, il y avait des fois, moi j'avais les doigts, même si on avait couvert le réchaud avec de la mousse, la bouteille de carburant de notre réchaud, c'est du métal. Et puis, si tu mets tes doigts dessus et qu'il fait beaucoup trop froid, tes doigts ils collent. Et puis, tu attrapes des gelures au bout des doigts. Donc, on essaie de couvrir tout, toutes les parties métalliques, de les couvrir avec de la mousse. Mais moi, ça n'a pas empêché qu'avec le froid, j'ai eu des craquelures au bout des doigts. Mais là, c'est pareil. Pour se protéger les doigts, là, il faut mettre un tape bien spécifique, un tape avec des trous pour que ça soit aéré en fait, pour que la chaleur, quand tous les doigts sont collés les uns aux autres dans la moufle, il faut qu'il y ait quand même un échange de chaleur. Donc on peut pas mettre du duct tape sur chacun des doigts, sinon ça isole les doigts et là les gelures, ça va dégénérer. Ouais. Donc ouais, c'est tous ces petits détails. Ouais. Et d'un point de vue électronique, vous aviez du matériel avec vous? Parce que je pense si c'est le cas, comment est-ce que vous avez rechargé? Puisque habituellement, c'est le solaire qui est utilisé, mais vous, dans votre cas, c'était pas vraiment une option. Pas de solaire pour nous, effectivement, et donc on avait demandé à cause du corona, il y a des batteries militaires qui sont utilisées là, des batteries de combat qui servent pour la communication. Et nous, on a essayé de récupérer ces batteries-là. C'est les mêmes batteries que Borgé et Mike ont utilisées Ok. sur leur dernière expédition. Et moi, je les avais également utilisées avec Borgé, puis elles tiennent vraiment bien. C'est des batteries au lithium, donc c'est sûr que c'est pas clean. Mais ils ont aujourd'hui là des modèles rechargeables. Ça a été vraiment le combat là pour se faire livrer ces batteries-là pendant le Corona. Donc c'est tombé à l'eau, alors que le carton était prêt, mais le carton était aux États-Unis, donc pas moyen de recevoir le carton. Alors on a contacté une entreprise en Norvège pour leur demander s'ils voulaient bien commander ces batteries, des piles en fait, des grosses piles, les mettre ensemble, les relier et nous faire une sortie 12 volts pour qu'on puisse recharger notre équipement. Et ça, c'est des batteries qui tiennent bien. Euh, ils disent que ça fonctionne jusqu'à moins 40. Mais nous, avant moins 40 dans l'attente, moi je me souviens d'avoir borgué au téléphone en lui disant écoute, on a un problème là, on n'arrive plus rien à recharger. Et le froid, il y a des jours, il faisait vraiment froid et donc on soupçonnait que la tension des batteries baisse, qu'on soit en dessous de 12 volts, puis on n'arrivait plus du coup à recharger. Ouais. Donc il fallait avoir les batteries sur soi, ces batteries militaires donc qui nous avaient été là, construites. On en avait on s'en partageait là avec Caro.
on les chauffait le soir à l'intérieur du sac de couchage le plus longtemps possible pour pouvoir recharger. Mais le mois de février, là, dans l'obscurité, ça a été vraiment compliqué de charger. Très compliqué. Donc on a très peu filmé, on a gardé le peu d'énergie. C'est pour ça qu'on a abandonné les réseaux sociaux aussi. Ouais. On devait envoyer une photo par jour et on s'est dit, bon, maintenant, c'est soit on devient deux aventuriers Instagram et puis on n'ira pas au bout de notre projet, ou soit maintenant, on oublie les réseaux sociaux et puis on se focalise sur avancer, survivre et puis essayer de tenir avec nos batteries juste pour envoyer notre position et puis recevoir la météo. Donc voilà. Ouais, j'imagine que les priorités ont vite été revues du coup, si vous Ouais, avez plus la possibilité de recharger quoi que ce soit. Parce que dans ce cas de complètement. figure, spécifiquement du coup sur ce point de l'électronique, qu'est-ce qui est devenu essentiel? Les téléphones satellites, j'imagine, vos GPS si vous en aviez? Ouais, juste non, les GPS, moi on avait des piles Ok. sur le GPS et puis moi j'aime en navigation et puis sur le terrain j'aime très peu l'utiliser j'essaye de l'utiliser le moins possible parce que tu vois je considère que les anciens toujours pour revenir un peu aux anciens qui ont fait des choses Hmm. extraordinaires, eux n'avaient pas tous ces moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et puis même si aujourd'hui je crois que c'est toujours j'embarque moi toujours un GPS avec moi, mais c'est vrai que ça entrave énormément nos sens. Parce que quand on est sur une calotte glaciaire, on peut naviguer avec le vent. On attache un petit fanion sur ses bâtons de ski. Puis quand on sait que si on fait une route plein nord et on sait que le vent il est est, on sait on doit avoir en permanence le fanion qui est à Ah. 90 degrés devant tes skis en fait. Donc il y a le soleil. Une fois que le soleil est sorti, on a commencé à utiliser beaucoup le soleil pour naviguer. Mais sur des grands espaces, moi je préfère zigzaguer peut-être un tout petit peu plus que être en permanence sur mon GPS et à suivre. Au final, c'est comme si tu suivais un peu un chemin balisé, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc le but c'est de jouer avec le vent, le soleil, les ombres, les marques sur la neige pour pouvoir naviguer. Et c'est quand même super fiable. Donc et de temps en temps jouer également avec le compas parce que c'est vrai que le compas pas de batterie donc tu fais une économie de poids et euh, et donc voilà moi je m'étais dit on prend que quelques batteries de GPS comme ça au moins quoi qu'il en soit ça nous forcera à l'utiliser le moins possible. Mais après de toute façon sinon t'avances plus une fois que t'es trop lourd. Eh oui, oui, oui. Donc ouais. Eh oui. Parce que là, sur les 180 kilos, si tu devais les répartir en catégories, en tout cas pour tes deux traîneaux à toi, c'était quoi qui prenait le plus de poids? En tout cas, les gros, tu vois, les gros domaines, ou je sais pas trop comment qualifier ça, mais les grandes catégories en termes de répartition de poids. 1 kilo, un peu plus d'1 kilo par jour de nourriture. Donc là, il y a 70 jours. Donc on doit être Ouais. peut-être à 80 kilos de nourriture. Tout en déshydraté. Euh, non, non, déshydraté seulement le soir. Et après, un porridge avec beaucoup d'huile, un gruau, enfin de l'avoine le matin, avec des amandes, du chocolat, enfin un mix, genre de fat bomb en fait. Ouais. Euh, Et puis ensuite, pendant la journée, des snacks, moi j'avais même pris du poisson, des petits filets de maquereau que j'avais mis pas sous vide, mais dans des petits sachets plastiques avec un petit tape de peinture très léger pour pas que ça fuit. Donc ouais, là il y en a pour 1 kilo, 1 kilo 2. Et il y a dans ce kilo-là, il y a bien, peut-être pour moi, en tout cas pour ma part, il y a bien 600 grammes, quasiment un demi-kilo d'avoine par jour, avec de Ah ouais. l'huile. Et ensuite, et pas mal de carburant. Là, on avait 35, ouais, 60, ouais, on avait 35 bouteilles chacun avec Caro, on avait 70 bouteilles en tout, d'un demi-litre. Donc, je dirais pas loin de 20 kilos, pas loin de 20 kilos d'essence chacun. Et le reste après de l'équipement. Et ce qui a pris aussi du poids, c'est il fallait qu'on réalise il fallait qu'on filme pour un documentaire qui sortira là en fin d'année. Et ça a été également très lourd, plus le poids des batteries.
Ouais, je me souviens que Caro, quand elle nous expliquait, parce que je lui avais demandé en quoi est-ce que son rôle de photographe d'expédition, du coup, changeait la donne pour elle quand elle partait avec des groupes. Et elle nous avait expliqué, alors je ne l'ai plus en tête, mais le poids du matos qu'elle emmenait. Elle emmenait, je me rappelle qu'elle nous avait expliqué qu'elle emmenait des bornes. Qu'est-ce que c'était exactement? Des bornes Wi-Fi, ou je ne sais plus exactement quel est le terme, mais en gros, de quoi avoir une connexion Internet à Ah peu près ouais, n'importe où. ouais, on avait un Iridium Go qui est comme Ouais, un petit routeur Internet qui permet de se connecter au satellite. Mais on l'a même à la fin là, c'était tellement la course qu'on l'a même laissé. On a même laissé notre ce routeur là, ouais, qui nous permettait aussi de communiquer avec le monde extérieur. ouais, Mais comme on a laissé pas mal de matériel, parce qu'on a fait des dépôts, mais qu'on a fait nous-mêmes en cours de route, qu'on récupérait après quand on revenait sur nos pas. Et on a laissé beaucoup de matériel, ouais. Et même Caro, je me souviens, on avait un objectif à 24-70, beaucoup trop lourd. Donc ça, on l'a laissé dans un dépôt, on a creusé dans la neige, on a mis ça dans un sac, puis on a récupéré ça au retour. On a laissé le drone finalement, on a beaucoup de notre matériel vidéo, on a laissé, on est juste parti avec le minimum parce que après le premier mois d'expédition, on s'est rendu compte que l'équation, elle était, on pouvait pas on pouvait plus se voiler la face en fait, en se disant non, il faut qu'on garde le drone pour faire des belles images, non, il faut qu'on garde le 24-70, ça fait un bokeh de malade sur les photos puis sur les vidéos et non, nous l'hiver arctique et puis les conditions météo, elles nous ont clairement dit, elles nous l'ont mis sur les yeux, elles nous ont dit si vous voulez arriver avant le 21 mars à la Pointe Sud et faire la première, bah, il va falloir être super léger, quoi. Donc, on a laissé beaucoup de matériel en route qu'on a récupéré après, ok. sur le chemin du retour. Et, donc, c'est que vous aviez pris du retard, ou c'était simplement dans les calculs qu'il y avait eu, tu vois, vous aviez peut-être mal ajusté, ou qu'est-ce qui fait que à un moment donné, vous êtes retrouvé à faire ce choix? On a eu des conditions météo dures, très dures. Puis ça, tu peux jamais vraiment savoir sur un archipel qui est placé aussi haut avec de l'océan, de la banquise au nord et puis de l'océan libre. Donc il y a des grosses variations de température. Et on a essuyé ouais, quelques dépressions assez fortes. Moi, tu vois, j'avais jamais connu. Un jour, un jour, on a fait 27, peut-être, ouais, on a fait 27 km et demi. On s'est posé, on a monté un camp. On était dans le sac de couchage, on venait de manger. Et on a appelé notre copain météorologiste, là, Lars Ebbesen, à Oslo. Et il nous a dit, OK, il y a un coup de vent qui arrive. La température, ça va être moins 25. Et puis, il va y avoir du vent 30 mètres par seconde. Donc, ça fait 30 mètres par seconde. On n'est pas loin des 60 nœuds. Donc, on est au-delà des quasiment, bah, on est dans les 100 km heure. Mais 100 km heure de vent à moins 25. Pareil, moi, j'avais jamais connu ça auparavant parce que soit la dépression, elle arrive et c'est une masse d'air chaud. Donc, du coup, il va y avoir du vent, mais la température va considérablement remonter. Ou soit il fait que moins 40 et c'est un anticyclone et il n'y a pas du tout de vent. Mais là, on était entre les deux et donc on comprenait pas ce qui nous arrivait. Donc ça, on a été obligé de se lever, de packer la tente à plus de 23 heures le soir et de skier toute la nuit pour descendre à altitude et remonter un camp à 6 heures le matin. On envoyait un message à Lars en disant ça y est, on est safe. Puis on faisait une sieste avant que la dépression arrive. Donc là, les conditions météo, elles nous ont clairement ralenti. Comme la fois où on est passé de quasiment moins 40 à zéro. Ouais. Et une nuit où on s'est fait complètement ensevelir sous la neige. Et il a fallu creuser un tunnel pour sortir de la neige. Et Ah ouais. ouais, c'était fou. Et on a dû creuser peut-être 1,50 m pour sortir de la tente. Et moi, cet endroit, c'est le Cap Sud. Et Lars et les copains norvégiens m'avaient dit, faites vraiment attention au Cap Sud, parce que c'est vraiment une toute petite pointe, comme un mini Cap Horn, où les dépressions, quand elles arrivent, vous allez être sur un plateau, donc en altitude, mais les dépressions qui arrivent de l'océan, là, c'est comme si vous étiez sur un bateau en plein océan. Il n'y a pas de barrière vraiment pour stopper le vent.
Et c'est là que ouais, ça a été tout ça, on l'a filmé, donc c'est cool. Elle l'a filmé, Carole a été vraiment bonne pour ça. Et moi, je me souviens qu'on a passé donc la nuit à pelleter parce qu'à 11 heures du soir, Caro elle se réveille et elle me réveille. Elle me dit mais il y a un problème là, on est en train de se faire ensevelir. Puis il y avait plus aucun bruit, alors que dehors là, ça soufflait à 20 ou 25 mètres par seconde. Et en fait, bah, une partie de la tente, un côté de la tente était complètement en train de se faire recouvrir. Wow. Et les copains norvégiens m'avaient dit, j'ai un copain, là, un gars très très fort là, qui a été aussi dans les forces spéciales. Il était, il avait dit, lui, il avait été obligé de couper la tente et de sortir par le toit de la tente, ouais. Tellement il s'était fait ensevelir. Tu sais, nous, on redoutait vraiment cet endroit. Et surtout là, en hiver, tu sais, on se sentait vraiment ouais, tout petit. On était vraiment des petites poupées. On s'est vraiment fait malmener. Et puis on a fait une sieste de 50 minutes et on a enchaîné pour déblayer la neige le matin et repartir. Ouais. Et on était à 2 jours de faire la première hivernale, mais on pouvait quasiment, tu sais, on dormait vraiment peu là sur la fin. On était deux zombies quoi. Wow. S'il y a une journée que tu dois retenir, toi, de ces 63 jours, ce serait laquelle? C'est le 20 mars quand ça c'était aussi mais complètement débile. Là. Le 20 mars, donc un jour avant d'arriver, euh, on était dans une grosse dépression, mais qui venait de se calmer. On savait qu'elle se calmait un petit peu le matin, puis qu'elle reprenait en intensité l'après-midi. Donc on avait une matinée là où il fallait que on pack le camp le plus rapidement possible. Puis c'était une dépression qui était c'était de l'air chaud, donc qui était beaucoup chargé en humidité. Et ça nous a mis de la glace un petit peu sur toutes nos habits. Et puis ça a même mis de la glace à l'intérieur des arceaux, les arceaux Ah oui. de la tente. On les passe dans des espèces de petites chanelles à l'intérieur de la tente. Et là, ces arceaux-là, il y avait de la glace. Donc on n'arrivait pas en fait à casser les arceaux en morceaux pour plier la tente. Et on voyait les nuages les gros nuages de l'océan en train d'arriver, puis commencer à rouler sur le sommet des montagnes. Et on s'est dit, il faut qu'on se casse d'ici parce on va se faire botter le cul. Et, et donc on est descendu de ce plateau-là le plus rapidement possible. Et on est arrivé en bas. Là, les vents donc du plateau accélérés, tu sais, les espèces de vents catabatiques en fait, tu sais, qui partent, qui sont un peu en hauteur, et puis quand ils partent en vallée, là, les vents accélèrent énormément. Et on a essayé de tirer notre traîneau dans une moraine pour essayer de caper le mieux possible vers la pointe sud, pour y arriver le plus tôt. On était à 7 km à peu près de la pointe sud, donc mais à 7 km, moi je savais même pas si on allait y arriver, quoi. Je me disais mais c'est fou quoi. Et Caro, j'ai le souvenir de me tourner et Caro, elle était au sol en train de ramper. Ah ouais. Et je me suis dit mais et je me suis dit, et elle pouvait plus tenir debout. Et moi j'étais vraiment rarement je me suis retrouvé comme ça avec des espèces de vents catabatiques où donc on a été obligé de se dérouter et de prendre le vent dans le dos. Et dans le dos, on était assis sur nos traîneaux et sur un lac gelé, et on s'est fait pousser sans avoir d'aile, sans avoir aucun kite. Wow. Et c'est là que je me suis dit, mais et là on a eu peur, on a eu vraiment peur, si tu veux, de pas pouvoir arriver à remonter au vent. Ouais. Et donc le temps est passé, la dépression s'est calmée un petit peu, et il y avait un énorme bouclier dans le ciel, un grand bouclier type, tu sais, comme un gros front. Comme un cyclone quoi ouais, donc du coup on a réussi à arriver au Cap Sud, mais je me souviens c'était vraiment on était au bout de nous-mêmes, et c'est là que je me rendais compte que des fois ouais j'aime bien parler de résilience et j'aime bien parler du dépassement de soi, mais en fait quand vraiment t'as les pieds profonds dedans, tu sais, c'est vraiment un confort. Et justement, C'est beau, non? Ouais. comment vous l'avez géré ça sur 63 jours d'expédition à deux? Comme tu l'as bien dit, visiblement, il y a eu, enfin, vous avez quand même été pas mal secoué.
Donc, comment est-ce que ça s'est passé en termes de partenariat entre vous deux tout au long de l'expédition et en termes individuellement, tu vois, de gestion de l'humeur, de l'énergie et de la motivation pour continuer à avancer ensemble? La première chose qui nous a bousculé avec Caro, c'est le virus. Parce que on a dû être obligé d'annuler tous nos plans, comme beaucoup de gens. On a été obligé d'annuler nos plans et ensuite d'essayer de reconstruire un projet qui était suffisamment ambitieux pour nous. Et puis il y avait l'attrait d'une première. Donc ça nous a déjà bousculé. Et ensuite, tout le long, on n'a jamais été sûr de pouvoir démarrer le projet. Ouais. Jusqu'au bout, là, avec les quarantaines, les entrées en Norvège, tout a été compliqué. Euh, et donc, ça a été beaucoup de travail administratif et de préparation. Puis, c'est vrai que c'est quand même pénible aujourd'hui, des fois, de te préparer sur un projet. Mais il y a une force, comme la force du virus, qui est au départ incontrôlable, plus forte que nous. Puis moi, au début, j'avais envie d'abandonner. Je me disais, mais non, j'en ai marre de faire des projets là qui vont capoter. Donc, je préfère dépenser mon énergie dans autre chose. Et à partir du moment où on a réussi à être tous les deux en Norvège et à démarrer à ski, on s'est dit ok, il faut vraiment que il nous arrive, il faut vraiment qu'on perde beaucoup de sang là pour qu'on arrête l'expé parce que sinon on était mort de faim puis on avait de travailler tellement la préparation, tu vois, comme on disait tout à l'heure, dans les moindres détails, d'aller batailler avec le diable pour euh, pour être sûr qu'on réussira. Ça, et puis au fur et à mesure que l'expédition elle s'est déroulée, c'est devenu un peu notre bébé. Puis on tenait à ça, on a tenu à ce projet énormément. En fait, j'imagine c'est les premiers kilomètres qui sont durs, mais une fois que tu en as fait sur les 1100 là qu'il y avait à faire, une fois que tu en as fait 200, 300, 400, 700, bah, plus tu vas dans les kilomètres, plus ça te motive et moins tu veux lâcher l'affaire en fait, parce que tu te dis que peut-être ça va marcher en fait. Et, euh, et voilà, donc on s'est dit, ok, on met le couple de côté avec Caro, on n'est plus un couple pendant l'expé. Puis de toute façon, c'était tellement intense qu'on a dû s'embrasser à peine une dizaine de fois en 2 mois. Donc c'est ridicule, c'était ridicule. Et, euh, tu sais, c'était la même chose aussi. Au début, on dormait l'un à côté de l'autre parce que bah, c'était plus cool. Mais sauf que à dormir les deux, la tête l'un à côté de l'autre, ben le côté opposé de la tente, il faisait bien plus froid. Donc du coup, les zips, Ah ils oui, étaient oui. couverts de glace. Donc plus moyen d'ouvrir les zips. Donc là, on a passé toute une soirée au briquet et à la brosse pour enlever, pour essayer de faire marcher les zips sans les casser, quoi. Donc on s'est dit, bah non, en fait, il faut qu'on dorme. Toi, Tête t'as la bêche. tête là-bas et moi, ouais, tête bêche. Donc on s'est dit, ok, le couple, les émotions, les bisous dehors. Et on doit juste être deux robots. Et puis il y avait cette première hivernale là qui nous, tu vois, ça nous tenait trop à cœur quoi. Donc bah, le matin, on se levait et puis on était motivés même si c'était dur. Waouh. En C'est fait, chouette. qu'est-ce qui serait plus dur si on met ça dans une balance? L'amertume de la défaite Ouais. ou l'amertume de pas aller au bout, ou bah vas-y on se motive et puis ça fait mal mais c'est pas grave, on se donne le maximum de ce qu'on peut et tu sors victorieux et puis là bah, maintenant on en profite et ça reste un souvenir avec lequel tu sais, on peut se marrer quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et c'est chouette, tu vois, de t'entendre dire que, voilà, quelque part, ça a été tellement compliqué à mettre en place que vous aviez cette rage, tu vois, d'aller au bout quand vous êtes lancé et que ça a été la flamme qui vous a tenu jusqu'au bout. Et moi, je trouve que c'est un beau message aussi parce que, bah, comme tu le dis, vous avez été impacté, enfin, vous n'avez pas été les seuls à être impactés par le virus, mais d'un autre côté, de voir que malgré ça, vous avez réussi à monter une expédition hivernale, une première au Svalbard. Je me dis que bon, du coup, moi, j'ai un peu moins d'excuses, tu vois, pour les conséquences du Covid dans ma petite vie de tous les jours. Ouais, mais après mais du coup c'est vrai que là c'est là que l'état d'esprit il rentre en compte. C'est aussi la raison pour laquelle tu vois Caro on a pu faire vraiment une bonne cordée tous les deux parce qu'elle amenait le côté ultra,
ces expériences d'ultra-marathon que moi je comprenais pas du tout il y a un peu plus de 2 ans. Je me suis dit mais c'est complètement barjot là. Mais pourquoi vous courez une nuit entière sans à la frontale? Vous êtes complètement taré. Et en fait je l'ai compris par la suite parce que cet état d'esprit, c'est finalement quand on a décidé que les jours pouvaient faire 36 heures, bah, si on s'arrange et qu'on fait des petites siestes, ça peut marcher en fait. Puis quand on l'a vécu, on se dit, bah, en fait, c'est vrai que courir un 80, un 100 ou plus, et puis passer une nuit à courir, quand on a l'état d'esprit, on a fait le switch dans sa tête, bah, c'est en fait à la portée de n'importe qui est motivé en fait. Et donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidé dans cette expé, ouais. Où moi, j'apportais plus le côté expérience polaire et matériel. Et donc, du coup, c'était une bonne, ouais, un bon mariage des deux compétences, ouais. Super. Alors, j'ai encore pas mal de questions en tête, mais il y en a une qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'est-ce que toi, tu as appris du coup dans cette expédition? Parce que voilà, tu es arrivé avec ce bagage de 15 années tu vois, d'expérience précédente, 9 expéditions avec Borghi, c'est ça, hein, tu en avais déjà fait 9 avec Ouais. lui. Mhm. Ouais. Ouais. Donc clairement, bah, tu nous disais que pour toi, c'est le plus grand explorateur polaire. Je crois que c'est même ce que Mike Horn disait dans un de ses livres, il me semble. Donc, qu'est-ce que toi, tu as appris à travers ces 63 jours? Alors, j'ai appris le fait de l'avoir fait avec Caro. J'ai appris que quand on part en expédition puis qu'on est un couple, j'ai appris que c'est vraiment important de mettre ses émotions amoureuses de côté. Mais vraiment, c'est vrai que des fois, tu peux avoir tendance, si tu vois ta chérie, puis elle passe sur un pont de neige au-dessus d'une crevasse, et ben, c'est pas une raison pour mettre double de précaution en fait. C'est pas une raison pour aller la stresser elle encore plus. C'est pas une raison pour. Il faut se dire, non, on étudie le terrain ensemble, et c'est pas parce qu'elle va se retrouver dans une position dangereuse qu'il faut que moi, tu vois, je me dise, ok, bah il faut que je sois 2 fois plus alerte. Ouais. Et là, on peut vite avoir tendance à en faire trop parce qu'on aime une personne, alors qu'on pourrait soi-même se mettre en danger. Ça, c'était la première leçon. Puis ensuite, on en avait déjà parlé quoi qu'il en soit avant de partir. C'était important là que ce soit clair et net, qu'on soit juste deux partenaires d'expé. Et puis, je crois que c'est important de mettre son ego de côté. Et puis parce que le but en fait, le but c'est vraiment, c'est quoi? C'est vrai que c'est génial d'accrocher une première, mais le plus important finalement dans tout ça, je crois que c'est de rentrer à la maison sain et sauf. C'est de rester c'est de rester des amoureux ou c'est de rester des potes. Et ensuite, c'est de décrocher une première, et ça c'est c'est la cerise sur le gâteau. Mais à la base, voilà, moi dans ma tête, ces objectifs, ils sont vraiment importants quand on part en expé. Euh, et, euh, et puis, donc, quand il y a une situation, c'est bien d'en parler. Et je crois que l'ego pour ça, c'est bien de le mettre de côté et puis d'essayer de penser à une équipe. Sinon, il faut faire les choses vraiment tout seul. Mais à partir du moment où on est deux, je pense qu'il faut arriver à identifier les compétences de l'un, de l'autre, et puis essayer de jongler, mais, mais intelligemment en fait. Parce que c'est vrai que dans les situations où on est poussé au bout de soi-même, dans le plus grand, quand ça devient vraiment inconfortable, c'est souvent le naturel qui revient au galop. Puis on a envie d'envoyer chier l'autre, et puis tu vois, on a envie de gueuler un bon coup, et puis des fois il y a des choses qui énervent, mais je crois que le fusil là, le canon là, il faut faut le mettre vers soi là, puis il faut regarder le canon en face, ou la vérité, il faut se dire en fait, pourquoi j'ai envie de gueuler là? C'est parce que soit j'ai faim, soit j'ai soif, soit j'ai froid, soit je suis fatigué, soit je suis anxieux, soit stressé, soit tout ce qu'on veut, mais c'est souvent le problème, il vient de soi, en grande partie. Et donc, je crois que c'est ça qui est important quand on veut faire une expé. Mais à vrai dire, je pense que moi, ça me sert beaucoup. C'est dans la vie de tous les jours. Ouais. Après avoir vécu ces expériences, je me dis, ben, il faut.
l'ego c'est bien, et puis ça peut faire avancer, mais c'est vraiment une question de dose pour pas écraser les autres non plus. Et puis avec Caro, il y avait un autre truc, je me souviens, c'était clair, c'était pas de reproches. Faut pas se faire de reproches. Ok. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien en fait. Ouais, j'en suis aussi convaincu que ça soit que ça soit dans la vie de tous les jours ou quand on construit des projets, quand on fait une connerie, je crois que c'est important de se partager la responsabilité. Tu sais, qu'on soit un couple qui se divorce, qui divorce, ou un couple qui s'engueule, ou qu'on soit des partenaires d'expédition qui s'entendent pas plus. Mais je crois que c'est le plus important, c'est d'aller d'essayer de comprendre puis d'aller trouver une solution plutôt que d'aller faire des reproches. Caro, au départ de l'expédition, elle est partie avec elle avait très peu de nourriture parce qu'elle avait l'expérience de l'ultra trail, donc elle est partie très léger. Mais on s'était dit, moi je vais pas fliquer ce que tu fais, puis toi tu vas pas non plus fliquer ce que je fais. On part ensemble. Chacun, on doit s'entraider. Moi, je te donne mon avis si tu me poses la question, mais sinon, chacun doit rester très libre. Donc, elle est partie, mais je l'ai clairement vue. Moi, je me suis dit, elle va avoir faim. Mais je lui ai juste donné mon opinion. Je lui ai dit, tu sais, Caro, c'est vrai que c'est très léger là, ce avec quoi tu pars, mais et puis elle me disait, ouais, tes filets de maquereau, ils vont sentir, les ours, ils vont sentir. Mais voilà. Donc, on était chacun faisait comme il l'entendait. Et puis Caro, elle a manqué après au bout de presque un mois, elle a commencé à manquer de nourriture. Et puis moi, j'ai commencé à lui donner un petit peu de mes rations. C'est bien évidemment, c'est pas la raison pour laquelle on a réussi l'expé. Hein. On a réussi l'expé parce qu'elle a la tête dure, mais comme du marbre. Mais effectivement, ça a dû contribuer un petit peu, ça a aidé un petit peu. Le fait de lui donner, et là, je me suis dit, c'est vrai que ça sert à rien de dire, ah ben tu vois, je te l'avais dit, tu aurais dû embarquer plus de nourriture. Non, en fait, c'est quoi? On est les deux au milieu de l'hiver, où on se fait brasser par les éléments. À, à quoi bon faire un reproche? Ouais. Tu vois? Et puis si on avait eu un ours, et puis sa théorie du macro ou des odeurs, l'ours serait venu. Moi, je crois pas du tout à cette théorie. Puis c'est comme faire ses besoins, là, aller à 100 mètres de la tente et faire ses besoins, faire ses selles. Le matin, l'ours, il sent aussi bien que ça soit à 100 mètres ou dans la tente. Donc nous, les jours où il faisait mauvais, on faisait ça dans la tente, dans le vestibule de la tente. Donc si sa théorie, elle avait marché sur le macro, bah tu vois, j'espère elle m'aurait pas dit, ah bah tu vois, je te l'avais dit. Parce que je crois que ça sert vraiment à rien. Puis je pense juste qu'il faut arriver à tirer l'expérience pour un autre projet d'expédition ou dans la vie de tous les jours et se dire, OK, comment on peut changer pour améliorer? Voilà. Ouais, C'est c'est ça que un je super beau pense que c'est ça que message, j'ai ouais. fait. Ouais, super. Et alors sur les ours, puisque tu les as mentionnés, donc vous n'en avez pas croisé, mais en revanche, vous avez vu des traces à plusieurs reprises, hein, je crois. Des empreintes, Ah, si je me trompe. on a croisé deux. Vous en avez croisé? Ah oui. Ouais, ouais, dont un qui devait être ouais, à une centaine de mètres de nous. Donc on a clairement pu le voir. Et puis c'était un moment magique. Moi, j'avais l'impression d'avoir 5 ans. En fait, tu sais, j'avais l'impression que tout d'un coup, c'était le flash. C'était la raison pour laquelle j'aime aller dans les régions polaires. C'est pour vivre des moments, tu sais, en symbiose avec la nature. Puis c'est vrai que combien de fois dans une vie, même d'explorateur polaire, combien de fois dans une vie, tu vas pouvoir skier et puis voir un ours qui marche et puis tu C'est skis, clair. tu te passes l'un à côté de l'autre. Et donc ouais, donc là c'était un moment de danger au début, mais on était bien préparé à un moment de magie. Lui, il s'est arrêté, il nous a jaugé un peu, et puis nous on faisait la même chose, on s'arrêtait, puis on le regardait, et puis dès qu'il marchait un peu, ben nous on remarchait un peu, puis et voilà, puis ça a été juste une très belle rencontre. Waouh. Excellent. Mais après on a eu les chocottes, hein. Il y a eu plein de fois où de nuit à la frontale, au départ là, on a vu des yeux verts dans la nuit là. Avec le faisceau de la frontale éclairé.
Puis on a vu 2 yeux verts. Puis on était là, oh! Et donc là, on faisait moins on faisait moins les cadors, là. Sachant que tu es obligé d'être armé au Svalbard, hein. Ouais, Ok. Donc vous aviez, ouais. vous aviez ça à portée de main pour des raisons de sécurité. Ouais, un fusil, un calibre 308, donc un calibre suffisamment gros pour abattre un ours si besoin, en défense ultime, on va dire, et une fusée éclairante. Ok. Wow. Ok. Punaise, quelle aventure. Qu'est-ce que c'est du coup la suite pour toi quand on revient d'une première comme ça hivernale, qui je crois a laissé des traces d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes complètement Ouais. remis, mais je me rappelle avoir vu des posts. En tout cas pour Caro, c'était hallucinant la perte de poids. J'ai plus en tête combien vous avez perdu, mais c'était quand même important, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'était important et ça nous a donc le manque de nourriture avec les conditions météo étaient tellement dures on a manqué de nourriture et on a perdu tous les deux beaucoup de poids. Moi, je me suis jamais retrouvé comme ça dans ma vie. Il y a eu des matins, je sortais de la tente et puis j'avais peur de perdre l'équilibre et de tomber, de m'écraser sur la tente. Donc, je prenais vraiment mes distances. Caro, elle a eu des fois où elle tremblait, puis elle n'arrivait pas à dormir tellement elle avait faim. Wow. Moi, mon ventre, il était tout gonflé quand je suis rentré. Jamais je m'étais attrapé la peau comme ça. J'avais la peau, mais j'arrivais plus à attraper, tu sais. Et j'avais l'abdomen qui était gonflé. Ça me faisait penser à ces photos horribles de pauvres gens et d'enfants qui sont mal nourris et ils sont extrêmement maigres et ils ont pareil l'abdomen gonflé. Donc moi, j'avais jamais expérimenté ça, mais on est tellement allé loin dans l'effort, à répétition et avec en plus mal nourri. Parce que c'est ça le truc, c'est facile de dire, enfin c'est toujours, on peut toujours dire bah ouais mais il faut prendre plus de nourriture. Bah certes, mais quand on part en autonomie complète, il y a un moment donné où on peut pas tirer pendant 70 jours 2 kilos de nourriture par jour. Ouais. Ouais. C'est juste pas plus possible. Ouais. Donc il y a trouvé ce ratio entre suffisamment de nourriture pour tenir et pas trop lourd pour pas être paralysé par son traîneau. Ouais. Donc ouais, donc on est rentré vraiment faible. Je me souviens, quand on avait des petites interviews où on parlait ou sinon on parlait avec des gens, tous les deux on avait du mal à se concentrer parce qu'on était en permanence. Tu sais, moi j'avais l'impression la nourriture m'avait tellement manqué que j'arrivais plus à me concentrer correctement sur autre chose que chercher en permanence à manger. Ah ouais. Et donc j'avais mal au ventre, j'ai eu mal au ventre énormément les premières fois, puis de la difficulté à dormir, pareil, parce que j'avais besoin ouais, de me goinfrer quoi. J'avais besoin de m'empiffrer. Juste, c'est comme si j'avais peur en fait. J'avais l'impression d'avoir peur de manquer de nourriture, donc tout ce que je pouvais prendre, alors que je savais pertinemment qu'il y avait un supermarché à côté à Longyearbyen, mais j'avais eu tellement ce manque que j'avais besoin, c'était presque devenu comme, tu sais, un geste mécanique en fait, de me nourrir, alors que j'avais plus besoin, puis j'avais plus faim, puis j'avais mal au ventre, mais je continuais de manger. Ouais. Et ça, c'était vraiment bizarre à contrôler. Ouais. Donc il a fallu Wow. du temps ouais, pour se remettre Ouais. correctement sur le droit chemin. Et alors maintenant que vous êtes revenu et peut-être encore en train de vous retaper, quelle est la suite du coup pour vous ou pour toi? Je ne sais pas si est-ce que vous prévoyez de repartir ensemble du coup? Ouais, on aimerait bien ouais, repartir ensemble. On se disait que bah, aujourd'hui d'ailleurs on passe marrant quand tu parles de ça Loïc, parce qu'aujourd'hui on échangeait sur ça et on se disait maintenant que là on n'est plus ensemble, Caro elle est à Montréal et puis moi je suis ici à Biarritz. C'est là que tu te rends compte aussi quand les choses te manquent, tu te rends compte à quel point elles étaient appréciables et à quel point la dynamique était bonne. Et puis le fait de pas s'être fait de reproches, le fait d'avoir mis l'ego de côté, ça a créé en fait encore plus de connexion entre nous. Et on se dit vas-y maintenant que on a mis à l'épreuve plein de choses, on dirait qu'on est juste prêt pour faire mieux. Ouais.
Et donc ouais, ça serait cool. Parce qu'on se connaissait pas beaucoup avant de partir, tu vois, sur ces 63 jours d'expé. Ouais, j'imagine qu'après 63 jours comme vous les avez vécus, c'est clair que ça rapproche. Et moi, jamais je serais parti avec, moi étant habitué à partir avec Borgé, jamais je serais parti avec quelqu'un que je connaissais pas sur un aussi gros projet. Ouais, Mais là, c'était vraiment l'état d'esprit de Caro qui me fascinait. Son approche ultra trail, guerrière, où finalement elle court la nuit, elle fait une petite sieste par terre posée sur le goudron, puis elle repart. Et moi, quand j'ai vu ça de mes yeux, je me suis dit ah ouais non, elle est spéciale, la fille. Donc excellent. c'est ça qui m'a encouragé, où je me suis dit bon bah quand on va, s'il faut brosser 1 heure et demie par jour, elle va elle va couper avec ça. Elle le fera. Et Ouais. est-ce que vous avez retrouvé Borgé à l'arrivée? Ouais, Borgé, il est venu à l'arrivée nous féliciter et puis ouais, c'est célébrer un petit peu avec nous. C'était ouais, c'était vraiment un grand moment. Pour moi, là, j'avais l'impression hein, que c'était une belle page de ma vie perso qui se tournait parce que j'ai eu la chance d'apprendre avec lui, mais j'ai été souvent en expé avec lui. Donc là, j'étais vraiment fier là de pouvoir mener à bien cette expédition avec quelqu'un d'autre, sans avoir son soutien, en ayant le soutien d'une autre personne que je connaissais très peu. Et ouais, puis pour moi, lui, il est vraiment le descendant de Amundsen et puis de Nansen, Ouais, ces deux grands explorateurs norvégiens. Et ouais, donc c'est ouais, extraordinaire. C'était un grand moment. Puis c'est le rêve, génial. c'était un peu un rêve, tu sais, c'est le rêve de quand t'es ado, tu regardes au-dessus de toi, quels sont les gens qui t'inspirent, puis en forçant les portes, si les portes veulent pas s'ouvrir, des fois c'est vrai que un petit pied de biche là pour s'aider à ouvrir la porte, il faut la pousser un peu la porte. Tu sais, c'est un peu comme l'ours là quand tu veux briser la glace pour aller voir s'il y a pas un petit phoque caché. Tu sais, forcer ces petites opportunités en fait qui au final peuvent te changer la vie. Ouais. Et moi, c'est vrai que la rencontre avec Borgé, puis tout mon apprentissage avec lui, ça a clairement changé ma vie. Alors que qu'il soit là à la fin de cette expé, puis qu'on ait réussi, c'était une boucle qui se fermait, donc c'était super. Super. Et justement, j'allais te demander, tu vois, fort de cette dernière expérience et de tout ton parcours ces 15 dernières années, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager? Tu vois, peut-être le message du sage, tu vois, fort de ce que toi, tu as pu voir, même s'il te reste, même si sans doute que tu partiras explorer d'autres choses, mais ouais, quel serait l'adage, tu vois, qui te semble important? L'adage important, je crois que c'est de pas se reposer sur ses lauriers, vraiment. Il y a toujours des mecs plus forts, des mecs, des filles. Hein. Enfin, il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours moyen d'aller chercher auprès de gens, puis d'apprendre. Comme l'histoire des pêcheurs là avec la laine. Tu sais, c'est vrai qu'on peut croiser les expériences. Je crois que quand on pense qu'on connaît un sujet, en fait, c'est là que ça devient pas bon. Ouais. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen de mettre à l'épreuve son état d'esprit. Il y a toujours moyen d'aller chercher plus loin pour s'améliorer, que ça soit en expédition ou dans la vie de tous les jours. Donc les acquis, je pense que c'est euh, c'est bien en permanence les remettre en question. Ouais. Euh, et puis moi je crois qu'il faut pas avoir peur de parler de ses échecs. Je crois qu'il y a beaucoup de Mhm. gens qui ont réussi dans leur vie en passant d'un échec à un autre, en gardant l'enthousiasme, en gardant la flamme. Faut pas hésiter, voilà, à être honnête avec les expéditions qui ont foiré, et puis tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui aussi les réseaux sociaux c'est toujours plus, plus, plus. Il fait pas moins 40, il fait moins 60. Il y a toujours une surenchère. Je pense également que c'est important aujourd'hui de voir que les aventuriers qui sont des durs à cuire, vraiment, bah, c'est les ours blancs, c'est les saumons qui remontent des rivières
pour aller pondre leurs œufs à la rivière. Et puis il faut passer les aigles, il faut passer les ours, il faut passer les pêcheurs, puis remonter toute la rivière là pour aller pondre. C'est vrai que c'est des histoires qui sont quand même inspirantes et puis qui doivent nous inspirer l'humilité. Et dans tout ça là, on est, on doit, je crois aujourd'hui, c'est vrai que ouais, les expéditions puis l'ego c'est bien, mais ouais, faut essayer, je pense de tout ça, ça nous sert dans un but concret à essayer de protéger un petit peu le milieu naturel. C'est vrai qu'à changer ses habitudes. Moi, je me rends compte que c'est la plus grosse leçon de ma vie que j'ai appris en expédition. Je pense que c'est ces endroits, je les aime. Pourquoi? Parce qu'ils me challenge. Pourquoi j'aime me challenger? Parce que ça me rend heureux. C'est comme ça que je fonctionne. Mais ces endroits-là que j'aime énormément, ils sont profondément en train de changer. Et aujourd'hui, je me dis que ça donne vraiment envie de changer ses habitudes de consommation. Et c'est vrai qu'avec, enfin, on lui fait du mal à la planète s'en remettra. Mais je trouve que le but des expéditions, en dehors du fait que ça soit un but personnel et parce après coup, on est bien dans ses pompes, c'est d'aller, aujourd'hui, je pense que c'est d'aller un petit peu au-delà et de parler de l'environnement. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. Et moi, toutes ces expéditions, elles m'ont vraiment ouvert les yeux, où j'ai envie aujourd'hui d'avoir une vie tu sais, qui tend vers la simplicité de plus en plus. Parce que je vois les rivières, on les pollue, les rivières, on en fait des barrages, les saumons peuvent plus remonter, mais il faut voir qu'est-ce qu'on fait à... C'est vrai que le saumon, il a pas de compte Instagram, le saumon. Puis l'ours blanc non plus, il a pas de compte Instagram. Mais pourtant, il participe énormément à la stabilité de tout un écosystème. Et je crois que ce sont eux les héros, en fait, au final, des plus belles aventures, des plus belles traversées. Je sais qu'il y a eu un gars que j'ai rencontré au Svalbard, il a accroché un tag sur, il a marqué un petit renard arctique. C'est une femelle. Puis elle est partie du Svalbard, plein nord sur la banquise, en direction du pôle. Et puis après, elle a fait un énorme virage et elle est allée finir au Canada en passant par le nord du Groenland. Puis là, moi, j'ai l'impression des fois de me pignoler sur Instagram avec mes pauvres petites traversées. Et je me dis, franchement, quand t'entends ce genre d'histoire, c'est tellement beau. Et aujourd'hui, l'Arctique est profondément en train de changer. Parce que c'est vrai que l'impact de l'homme est tellement important que bah ouais, tous ces héros, hein, le saumon, le renard arctique, l'ours blanc, ou que ça soit dans l'Arctique ou dans la forêt amazonienne, peu importe le milieu là, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment bien là, de changer un petit peu notre fusil d'épaule et d'aller vers des expéditions qui ont un but environnemental. Ouais. Super message. Bah écoute, moi en tout cas, ce que je retiendrai, en tout cas ce que j'apprécie énormément, c'est que tu aies pris le temps de nous partager, bah, tu vois, ton approche de l'expédition, et je trouve que c'est super parce que ça rend le sujet un peu plus accessible, et très certainement que ça contribuera à ce que bah, peut-être des prises de conscience, tu vois, de certaines personnes qui écouteront ce que tu viens de nous partager, ou en tout cas la volonté peut-être de s'engager, d'aller un petit peu plus loin, et comme tu dis, pourquoi pas de changer ses habitudes. Donc bah, moi je voulais te remercier vraiment pour Merci à ton toi, Loïc. authenticité, ton humilité, et puis pour tout ce que tu as bien voulu nous partager, que j'ai trouvé absolument fascinant. Génial, merci. Donc voilà, un grand merci. Écoute, je suis impatient bah, du coup de voir la sortie de votre film avec Caro. Fin d'année, hein, tu nous as dit. Yes. Fin d'année, ouais. Fin Six d'année. épisodes, 6 épisodes qui sortent au Canada d'abord, et 6 épisodes d'une demi-heure, et puis après, bah, qui viendront en France, en Europe, je l'espère, ouais. Génial, super. Eh ben écoute, on attend ça avec grande impatience. Une fois de plus, un grand merci Vincent. Merci à Caro encore une fois aussi pour la mise en relation. Et bah, tout le meilleur pour tes prochaines aventures du coup. Mais merci à toi aussi, Loïc, au plaisir de partager encore avec toi dans le futur, et puis
les projets à venir. Et Génial. bonne Merci continuation Vincent. à toi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bye.